Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des spécificités du français de la restauration scolaire. Je suis votre animatrice aujourd'hui. Je m'appelle Sylvie Auboiron. Je suis scientifique, docteur en nutrition et sociologue de l'alimentation. Je suis présidente de la société S'Alimenter qui fait du conseil dans l'éducation alimentaire et les leviers d'évolution des comportements liés au mode de vie. Nous accueillons plutôt le professeur Mohamed Merji, qui est professeur émérite à Audencia à Nantes. Ses enseignements et ses recherches portent sur l'économie, la sociologie et le marketing de l'alimentation. Slide suivante. Alors aujourd'hui, notre webinaire est d'une heure est en deux parties. Une première partie où nous allons parler de la cantine scolaire, du rôle essentiel qu'elle joue et qui est trop souvent sous-estimé. Et ensuite, nous parlerons du programme de formation Clémentine. Je laisse la parole au professeur Merji. Merci Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on peut peut-être passer à la slide suivante. Je voulais en fait d'abord vous indiquer avant de commencer que vous pouvez trouver un développement détaillé de tous les éléments de ma présentation sur le rôle de la cantine scolaire dans les deux articles que je vous en référence ici. L'article que j'ai publié il y a 2-3 mois environ, enfin non, c'est en 2021, il y a un peu plus longtemps, dans une revue qui s'appelle Pratique en nutrition. Mais et surtout, puisque ce document, vous pouvez le télécharger gratuitement dans le rapport du Conseil national de l'alimentation numéro 77, qui s'intitule « Les enjeux de la restauration collective en milieu scolaire ». Alors, vous avez aussi, tout à la fin de la présentation, une référence qui vous est donnée et qui est également, celle-là aussi, téléchargeable à une revue qui est éditée par l'Institut Danone France, qui s'appelle Objectif Nutrition. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Bien, alors, vous verrez donc à la lecture de ces différents documents que la cantine joue, comme l'a dit Sylvie dans sa présentation, effectivement un rôle extrêmement important dans le développement et l'éducation des enfants. Et ce rôle, on peut le résumer à travers la fonction qu'elle remplit et que je vais essayer de présenter et de détailler. Une première fonction qui est une fonction sociale, mais aussi une fonction de prévention et une fonction d'éducation alimentaire. Alors, la cantine, on ne le dit jamais assez parce que lorsqu'on en parle, parce qu'il m'arrive souvent d'entendre parler les parents de la cantine de leurs enfants en se plaignant que c'est pas bon, etc. Alors que toutes les études montrent, et en particulier les études qui sont faites, les études de satisfaction qui sont faites auprès des enfants, montrent que les enfants sont très satisfaits de leur cantine, à plus de 80%. Donc, on entend souvent critiquer la cantine. Je ne dis pas que tout est parfait. Il y a effectivement, et ça vous le verrez à la lecture du rapport du CNA, beaucoup de choses qui peuvent être améliorées aussi. Et parmi les améliorations que l'on peut apporter à cette institution aujourd'hui, il y a la formation du personnel de service, puisque ce sont eux qui donc sont en contact direct avec les enfants et qui malheureusement aujourd'hui manquent de formation. Voilà donc pour ce qui est du menu. Je vais passer tout de suite donc à la présentation de la première fonction de la cantine, qui est sa fonction historique d'ailleurs, qui est sa fonction sociale. Donc lorsqu'on fait un petit retour dans l'histoire de création de cette institution,
Eh bien, ce que l'on constate d'abord, c'est elle a été créée suite à la promulgation des lois sur l'obligation scolaire et l'école laïque. Donc, puisque l'objectif donc de ces lois, c'était de favoriser et de donner aussi du pouvoir. Il faut être clair, il y avait aussi un enjeu j'allais dire, politique, enfin, que je ne vais pas, sur lequel je ne vais pas m'attarder, qui était de donner le pouvoir à l'école laïque dans un contexte qui est celui que vous connaissez. Voilà, donc il s'agissait en fait, si vous voulez, d'une certaine manière de donner le pouvoir à l'école et par conséquent d'attirer à la cantine des enfants qui venaient de très loin, et en particulier les enfants des paysans, euh, qui avaient donc, première fois, grâce à la création de la cantine, la possibilité de venir à l'école sans avoir besoin de repartir chez eux à midi. Et voilà, donc ils avaient à leur disposition soit une salle de classe qui était affectée au service de la cantine, soit un réfectoire, et ils pouvaient donc y apporter leur casse-croûte, mais c'est là qu'on servait aussi, et ça relevait des œuvres caritatives, ça a relevé des œuvres caritatives pendant très très longtemps. Donc c'est là qu'on leur servait aussi un repas chaud pour les enfants qui venaient des familles les plus pauvres. Vous voyez d'ailleurs qu'on voit sur cette photo d'époque, qui remonte donc aux années 30, hein, eh bien, des enfants qui sont venus là avec des sabots de leur campagne pour aller à l'école. Voilà, donc la cantine scolaire a joué dès sa création un rôle social très, très important dans l'accueil des enfants pour leur scolarisation, mais aussi du fait qu'on donnait aux enfants qui avaient le peu de moyens la possibilité d'avoir un repas qui leur était servi donc gratuitement. Euh, Aujourd'hui, les enfants qui vont à la cantine, pour ceux qui viennent des milieux les plus modestes, n'ont plus de sabots, hein, comme vous pouvez le voir sur la photo, mais il n'en reste pas moins que malheureusement, un grand nombre d'entre eux euh, ont besoin de la cantine pour avoir, puisque c'est le cas de beaucoup d'entre eux, pour avoir un repas équilibré dans la journée. Puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, ce sont les communes qui subventionnent le repas à la cantine des enfants les plus modestes, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en discutais encore tout à l'heure avec ma femme qui est assistante sociale, elle me disait que pour une famille modeste aujourd'hui, faire manger son enfant à la cantine, ça coûte moins de 10 euros par mois. Par mois, c'est ça, moins de 10 euros par mois. Donc vous voyez qu'on n'y insiste pas suffisamment de mon point de vue, mais la première fonction qu'il faut souligner pour ce qui concerne le rôle de la cantine, c'est cette fonction sociale qui perdure aujourd'hui. Mais cette fonction sociale se double aussi, là on peut passer à la diapo suivante, d'un rôle de prévention qui est extrêmement important, un rôle de prévention contre le surpoids et l'obésité chez les enfants. Je ne vais pas m'attarder sur le développement de cette partie, puisque vous trouverez tous les éléments utiles, et en particulier les références qui concernent la littérature scientifique dans les documents que je vous ai donnés en annexe. Donc, vous voyez que j'ai repris simplement ici une conclusion d'une étude qui a été faite sur une cohorte de plus de 4000 enfants et adolescents par des collègues chercheurs de l'INRA, et qui a été publiée en 2013, et qui conclut avec la phrase que j'ai reprise ici: la fréquence des repas pris à la cantine est l'un des principaux facteurs de protection contre le surpoids et l'obésité chez les enfants français. Lorsqu'on parle de prévention, vous voyez que contre le surpoids et l'obésité, vous voyez que l'une des institutions qui joue l'un des rôles les plus importants comme garde-fou de ce point de vue-là, c'est la cantine. Alors pourquoi? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, et là on peut passer à la diapo
suivante. Eh bien, parce que la cantine, c'est le lieu où l'on sert tous les jours aux enfants qui y vont un repas varié, nutritionnellement équilibré, puisque vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des diététiciens, des diététiciennes qui le composent, ce menu, sur une projection qui correspond à la semaine. Donc un repas varié, nutritionnellement équilibré, mais aussi, et ça c'est un point qui est aussi extrêmement important, sans écran et sans boissons sucrées, autant de facteurs qui sont des facteurs anti obesigènes. Voilà. Donc, voilà pourquoi la cantine joue un rôle de garde-fou dans la lutte contre le surpoids et l'obésité des enfants. Un rôle de garde-fou parce que la cantine, c'est aussi le lieu où les enfants apprennent ce que j'ai appelé les règles du bien manger, c'est-à-dire à manger ensemble, à heure fixe et à table. Parce qu'il se trouve que manger ensemble, à heure fixe et à table, ce sont là aussi trois facteurs anti-obesigènes, comme on va le voir à travers les références bibliographiques que je vais vous donner après. Donc, ils apprennent donc aussi à la cantine, grâce aux menus qui sont composés sur la semaine, à diversifier leur alimentation, puisqu'on leur propose presque tous les jours de découvrir de nouveaux aliments et de nouveaux plats, autant de choses qu'ils ne vont pas forcément découvrir tous à la maison. Et il se trouve que le modèle que je viens de vous présenter, quelques variantes près, on peut parler pour le coup, ce qui concerne les variantes, des écrans et des boissons sucrées, puisqu'il y a malheureusement beaucoup de familles qui mangent en regardant la télévision, ou alors en ayant la télévision en arrière-fond sonore dans leur salle à manger, et qui bien sûr consomment des boissons sucrées en mangeant, mais je dirais, si on ne tient pas compte de ces deux facteurs-là, vous voyez que le modèle que je viens de vous présenter, c'est-à-dire un modèle qui met l'accent sur le manger ensemble à heure fixe et à table, qui est celui de la cantine, eh bien, c'est exactement en fait celui du modèle qui est un modèle culturel, familial, traditionnel français. Et faire le rapport entre les deux, c'est là aussi un élément qui est extrêmement important pour comprendre pourquoi la France fait partie aujourd'hui, grâce à son terre, dont je viens de vous donner comment dire, une explicitation ici, grâce à son modèle alimentaire, fait partie des pays dont le taux d'obésité et de surpoids chez les enfants est des plus faibles. Cela ne veut pas dire évidemment que tout est gagné, que le modèle alimentaire suffit à lui seul à protéger nos enfants contre le surpoids et l'obésité, bien au contraire, mais vous voyez qu'on a là la chance d'avoir culturellement parlant un facteur protecteur supplémentaire. Et celui-là, il faut essayer, dans la mesure du possible, de le garder et de le renforcer. C'est ce qu'on peut faire en renforçant la fonction de la cantine précisément. Alors, la littérature scientifique a effectivement montré que ce modèle permet de lutter efficacement contre la montée du surpoids et de l'obésité chez les enfants, et on voit dans la diapo suivante. Voilà, j'ai repris ici la conclusion d'un article qui a été publié par la British Psychological Society Journal, qui nous dit il est de plus en plus clair au regard de ce que nous dit la littérature scientifique, c'est-à-dire les études qui ont été faites sur ce sujet, qu'il ne faut pas seulement s'intéresser, quand on parle de protection contre la montée du surpoids et de l'obésité chez les enfants, à ce que l'on mange, c'est-à-dire au contenu de l'assiette. C'est malheureusement ce que l'on a souvent tendance, si vous voulez, à faire, c'est-à-dire à focaliser le débat sur la nutrition, la qualité nutritionnelle des aliments, le contenu de l'assiette, en oubliant, et c'est ce que dit l'article, et ça rejoint ce que je viens de vous expliquer, eh bien, en oubliant qu'il faut regarder aussi où et quand on mange.
Il faut souligner, ajoute l'article, pour le coup, l'importance, ça c'est ce qu'on appelle la synchronicité, et ça c'est une des caractéristiques majeures culturelles du repas, du modèle alimentaire français du repas, c'est-à-dire l'importance des 3 repas par jour, l'importance du petit déjeuner, puisque c'est l'un des éléments de la synchronicité, puisque quand on prend un petit déjeuner qui répond aux critères pour le coup nutritionnel qu'on nous donne, eh bien, à son enfant avant de partir à l'école, il a ce qu'il faut dans l'estomac pour éviter de le grignoter en attendant d'avoir le deuxième repas qui est celui du midi, soit à la cantine, soit à la maison, soit s'il revient chez lui. Donc, deuxième critère, troisième critère, pardon, ou quand, mais aussi l'importance des 3 repas par jour. Le fait de manger aussi, bien entendu, des aliments versus des produits qui sont préfabriqués, et de manger ensemble, de manger à table et pas on the go, c'est-à-dire eh bien, de manger sur un coin de table en marchant dans la rue, à son eau, etc. Bien. Euh, alors, on va passer à la diapo suivante. Voici une autre référence bibliographique que que je voulais vous donner également pour renforcer cet élément, puisque c'est vraiment le message clé que je voudrais faire passer aujourd'hui à travers ma présentation, c'est l'importance qu'il y a, je dirais, à protéger le modèle alimentaire français. Voilà, ça c'est un article d'une revue américaine qui s'appelle Pediatrics et qui pose une question. Est-ce qu'il y a un lien entre la fréquence des repas pris ensemble, en famille, hein, puisque je vous ai expliqué que le repas pris à la cantine était une reprise du modèle familial du repas français, pris en famille, et la santé des enfants et des adolescents? Réponse sur la diapo suivante. Alors, cette réponse, c'est la conclusion d'une méta-analyse qui a été réalisée sur 17 études et qui porte sur un total de 180 000 enfants. Autrement dit, on a synthétisé toutes les conclusions des études qui ont été faites et qui ont été publiées dans ces 17 études qui portent sur près de 200 000 enfants. Et cette conclusion, elle est, comme vous le voyez, extrêmement claire. La fréquence des repas pris en famille, le seul fait de manger en famille, c'est-à-dire de manger ensemble, des repas cuisinés et non pas qui ont été achetés tout près, est significativement corrélée avec l'état de santé des enfants et des adolescents. Cette corrélation étant mesurée à travers l'indice de masse corporelle et les comportements alimentaires. En l'occurrence, les comportements alimentaires, ils sont allés regarder si la fréquence de consommation des fruits et des légumes versus le snacking, des produits industriels. Voilà donc pour ce premier élément de ces 2 premiers éléments de la présentation. On va passer à la diapositive suivante. Voilà, donc manger ensemble versus manger, comme le disent les Anglais, on the go, c'est-à-dire tout seul, n'importe où, à n'importe quelle heure. Ça, c'est un élément extrêmement important du débat sur l'obésité et le surpoids des enfants. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé intéressant de sortir un petit peu de notre pays pour aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et en particulier de faire une comparaison entre ce qui se passe en France avec notre cantine et puis ce qui se passe dans la cantine en Grande-Bretagne. Donc, diapo suivante. Voilà, la France, pour résumer, à la cantine, eh bien, on a d'abord, vous voyez qu'il m'a semblé important de reprendre ce chiffre, on a près de 7 millions d'enfants qui mangent à la cantine pendant la pause méridienne, ce qui est tout à fait considérable. Et sur 7 millions, ces 7 millions d'enfants, on a plus de 60% des enfants de maternelle, de la primaire et du secondaire. Vous voyez, 60% des enfants de maternelle primaire,
ça c'est très important parce que quand on veut traiter la question du développement du, comment dire, du taux de prévalence, de la croissance du taux de prévalence du surpoids et de l'obésité, il faut commencer très tôt. Il faut commencer très tôt. Et là, pour le coup, l'un des avantages de la cantine scolaire française, c'est qu'on commence à donner les règles du bien manger aux enfants très tôt, comme vous pouvez le constater avec ces chiffres. Donc, 7 millions d'enfants qui mangent des repas qui sont préparés selon les critères que vous connaissez tous et que j'ai rappelés tout à l'heure, qui sont servis et mangés ensemble et à table comme à la maison. Manger ensemble, ça c'est un élément important, je l'ai souligné, mais ce qui est intéressant aussi, symboliquement et sociologiquement parlant, avec le repas pris ensemble à la cantine, c'est que les enfants ont pratiquement la même chose dans leur assiette. Il n'y a pas de distinction sociale possible pour ce qui concerne le contenu de l'assiette des enfants qui mangent à la cantine en France, puisqu'on leur sert le même repas. Euh, et ces repas sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, diversifiés. Alors, qu'est-ce qui se passe par comparaison en Bretagne? Alors, en Grande-Bretagne, on n'a pas de cantine à proprement parler, mais un service. Un service, c'est-à-dire qu'en fait, on met à la disposition des enfants une salle, un réfectoire, dans lequel ils peuvent venir avec ce qu'ils appellent leur lunchbox, leur casse-croûte. Hein. Voilà, ça concerne environ 50% des enfants et des adolescents de Grande-Bretagne. Donc, ils peuvent y venir avec leur lunchbox pendant la pause scolaire, mais comme c'est aussi, si vous voulez, ça s'appelle d'ailleurs cafétéria, c'est le même mot qu'en français. Ils peuvent aussi y acheter des aliments. Mais vous imaginez bien qu'on ne va pas leur servir dans cette cafétéria le même type de repas que celui qui est servi en France. Et puis, ce qu'on a pu constater, c'est que eh bien, les repas, puisque cette analyse a été faite par l'une de nos collègues dans le cadre de l'Institut Danone France, qui s'appelle Pascal Ebel, qui est directrice du département consommation du Crédoc, eh bien, on a constaté que les repas qui sont apportés par les enfants dans ces cafétérias cantines en Grande-Bretagne sont beaucoup moins diversifiés et de moindre qualité nutritionnelle que ceux qui sont servis dans les cantines en France. On passe à la diapo suivante. Vous voyez, il m'a semblé important pour illustrer ce thème qui est qu'on appelle dans notre jargon la commensalité. La commensalité, c'est le fait de manger ensemble à la même table. De vous montrer, nous avons une représentation sur ce graphique du temps du repas en France et en Grande-Bretagne, de vous montrer les différences qu'il y a entre la façon dont les Français mangent pour ce qui concerne la distribution dans la journée de leur prise alimentaire versus les Britanniques. Ben, vous voyez qu'en France, si on regarde à quelle fréquence les Français mangent, on constate en gros qu'il y a trois grands pics. Le pic du petit déjeuner, c'est en bleu. Le pic du repas du midi et le pic du repas du soir. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que les chiffres qui se trouvaient sur le haut des courbes ont disparu sur cette présentation, mais vous voyez que dans la légende qui vous est donnée en bas, on nous explique qu'à midi et demi, on a 54% des Français qui sont en train de manger. Ça, c'est ce qui correspond au pic de la courbe. Mais vous voyez que la courbe, en fait, elle démarre à midi pour ce qui concerne celle du milieu et elle s'arrête à 14 heures. Donc, il y a un étalement sur 2 heures. Mais à midi et demi pile, on a pratiquement 60% des Français qui sont en train de manger selon les modalités que j'ai évoquées
que j'ai évoqué tout à l'heure. Par comparaison, ces deux chiffres, tout seul, à 13h10, on a 17% seulement des Britanniques qui sont en train de manger. Puisque si on regarde la courbe bleue et la courbe rouge, on voit que la courbe rouge, alors ce n'est pas vraiment droite, bien sûr, mais vous voyez elle est beaucoup plus plate que la courbe bleue, ce qui veut dire qu'on a avec la courbe britannique une explication visuelle, graphique, de ce que ça veut dire manger en go, c'est-à-dire quand on veut, où on veut, et ce que l'on veut. Voilà un des problèmes qui a été identifié par les chercheurs qui travaillent sur les, euh, les facteurs obesigènes, je les ai appelés tout à l'heure. Voilà l'un des facteurs qui explique pourquoi en Grande-Bretagne on a un taux de prévalence de l'obésité et du surpoids chez les enfants et les adolescents qui est beaucoup plus important que ce que l'on peut observer en France. Donc, voilà, manger ensemble tout le temps, ce que l'on veut versus manger ensemble en même temps, comme c'est le cas dans le modèle alimentaire français, c'est quelque chose qui me semblait important de souligner à travers donc ces deux graphiques. Alors, je voudrais juste faire un petit commentaire sur la diapo suivante qui nous donne exactement les mêmes graphiques. Ce graphique a été construit statistiquement par Pascal Ebel, justement, dans le cadre de ce travail qu'elle a réalisé pour l'Institut Danone France. On a les mêmes courbes, mais ce qui nous donne cette fois une visualisation des moments de prix, des prises de repas des enfants et des adolescents français et britanniques. Vous voyez qu'on retrouve pratiquement la même configuration, même s'il y a quelques petites différences. Ces différences sont simplement liées au fait, si vous voulez, que le temps scolaire est beaucoup plus encadré que le temps du bureau, par exemple. Voilà, puisque les enfants qui soient anglais ou français et britanniques ne peuvent pas s'arrêter quand ils veulent pour manger à l'école. Ce n'est pas le cas des salariés qui travaillent hors, au bureau ou ailleurs. Voilà, donc le commentaire que je voulais vous faire, c'est le suivant. Manger ensemble, c'est pour nous une telle évidence culturelle qu'on a l'impression que c'est naturel. J'ai participé il y a quelques années à une étude sur les allergies alimentaires avec des collègues chercheurs de l'INRA. Je me suis occupé du volet sociologique de cette étude et j'ai interrogé des mamans d'enfants allergiques. Et l'un des soucis majeurs qui apparaissait dans leurs propos, ça ne m'a pas étonné du tout au regard de tout ce que je suis en train de vous raconter, c'était de dire, moi, lorsque j'ai appris que mon enfant était allergique, évidemment, ça m'a beaucoup angoissé parce que j'ai toujours peur qu'il fasse un choc, etc., etc. Mais l'une des choses qui m'angoisse le plus, c'est de penser qu'à la cantine, il serait mis à part, qu'il ne pourrait pas manger comme les autres enfants. Et je me suis rendu compte à travers cette étude que l'un des soucis majeurs de ces mamans, c'était de s'assurer, et ça c'est aujourd'hui possible en France grâce à ce qu'on appelle le projet d'accueil individualisé pour les enfants qui ont des allergies, que le souci majeur de ces mamans, c'était de tout faire pour que leurs enfants mangent à côté des autres enfants non allergiques. Et une bonne partie d'entre elles me disaient qu'elles allaient regarder sur Internet directement à la sortie de l'école, dans ces écoles, c'est affiché le menu servi à la cantine sur la semaine pour essayer de préparer à leurs enfants le même type de menu que celui qui sera à leurs camarades de classe à midi à la cantine. Vous voyez que ce souci, qui est un souci culturel, qui crée de l'angoisse chez les mamans en France, eh bien, c'est quelque chose qui nous paraît évident. Eh bien, c'est absolument pas évident pour une maman britannique.
préoccupe pour la maman britannique. C'est pas une préoccupation, puisque ça, c'est un échange que j'ai eu avec un collègue chercheur australien. C'est vraiment pas une préoccupation pour les mamans, enfin les parents. Hein, je vois pas pourquoi je ne parle que des mamans du reste. Que rend des enfants allergiques en Australie, puisque en Australie, il existe ce qu'on appelle des safe places, c'est-à-dire des salles, si vous voulez en dire, qui sécurisées sur le plan pour les allergiques, sécurisées, dans lesquelles on s'est assuré qu'il n'y a pas d'allergènes, et où les enfants qui ont des allergies eh bien, sont emmenés pour qu'ils puissent manger en toute sécurité. Lorsque j'en ai parlé lors de mes discussions avec les mamans françaises de ces salles, de ces safe places, elles m'ont dit que si on fait la même chose en France avec nos enfants, moi je considérerais que c'est de la discrimination. Voilà, on pourra en reparler si vous avez des questions, mais vous voyez, voilà comment, si vous voulez, sociologiquement, nous, on essaie de comprendre comment la culture, ici le modèle alimentaire français, notre façon de concevoir la manière dont il faut manger ensemble versus tout, eh bien, peut avoir une influence aussi sur notre santé, la santé de nos enfants. Voilà, on va passer à la diapositive suivante. J'ai parlé, alors voilà, donc je crois que je n'ai pas besoin d'insister sur le rôle important que cette institution joue dans la prévention, en plus de sa fonction sociale et l'éducation alimentaire de nos enfants. Mais j'ai souligné tout à l'heure l'importance qu'il y avait aussi, si on voulait renforcer ces trois fonctions, à mettre le personnel de service à contribution. Il ne demande pas mieux, ce personnel de service. Le seul problème qui se pose aujourd'hui, ça c'est un problème qu'on a constaté lors des études que nous avons faites sur les modes d'organisation de la cantine scolaire, le seul problème qui se pose, c'est que ce personnel est pour l'instant peu formé. Pourquoi il est peu formé? On va passer à la question, pardon, à la diapo suivante. Pourquoi? Eh bien parce qu'en réalité, si vous voulez, leur travail se limite à servir aujourd'hui. D'ailleurs, lorsque je les ai interrogés avec mes collègues pour leur demander de m'expliquer leur travail, ils me disaient, vous savez, nous, on est des espèces de robots sur deux pattes. On est là simplement pour aller chercher des plats et les poser sur les tables. C'est tout. On est là juste pour servir. Et nous avons senti, si vous voulez, qu'à travers cette appréciation de leur travail, de leur métier, il y avait une très très forte dépréciation d'elles-mêmes parce que ce sont, comme vous le savez, dans leur très très grande majorité des femmes peu diplômées, qui ont un statut précaire et qui travaillent à côté d'autres personnes, puisque dans beaucoup de cantines aujourd'hui, on va trouver des animateurs hein, qui sont aussi là, présents dans les cantines, et ce sont pour la plupart d'entre eux des étudiants. Donc ce sont, si vous voulez, des personnels qui n'ont évidemment pas la formation des animateurs, mais ce sont elles qui sont chargées de gérer la partie service. Voilà. Donc, ça pour vous dire que nous avons pu constater, et ce sont elles qui nous l'ont dit explicitement, que ces personnels de service, ce sont effectivement les parents pauvres, comme je le note ici, de la formation aujourd'hui, puisque celle qui aurait donné porte essentiellement sur l'hygiène et la sécurité. Heureusement que le CNFPT est là hein, et que le CNFPT s'est emparé de la problématique de la formation de ces personnels depuis quelque temps, parce qu'il y en a réellement besoin. Et c'est parce que le CNFPT s'est emparé de cette question que nous, en tant que membres de l'Institut Danone France, nous avons, si vous voulez, avec le groupe d'experts que nous avons créé au sein de l'Institut Danone France, là je passe à la diapo suivante. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez,
avec l'Institut Danone France, quand nous avons vu que le CNFPT faisait un travail extrêmement important pour la formation, la prise en charge de la formation de ces personnels, eh bien, nous avons nous-mêmes, si vous voulez, comment dire, créé un partenariat avec le CNFPT, puisque nous avions travaillé avec le groupe d'experts donc, de l'Institut Danone France, qui est composé par des scientifiques de toutes les disciplines pratiquement qui concernent l'alimentation, mais aussi des professionnels, c'est-à-dire des directeurs de cantines, des nutritionnistes. Eh bien, nous avons créé un programme de formation pour ces personnels de la restauration scolaire que nous avons appelé Clémentine, l'acronyme de clé pour une meilleure alimentation à la cantine, et que nous avons donc testé avec 4 villes pilotes. Dans un premier, on parlera au moment de la discussion, si vous voulez avoir plus de précision là-dessus, que nous avons testé aussi avec le CNFPT, et qui aujourd'hui figure donc dans le catalogue de formation du CNFPT, suite à la signature donc du partenariat entre l'Institut Danone France et le CNFPT. Je tiens à souligner, c'est la raison pour laquelle je l'ai noté en gras ici, que vous ne trouverez absolument aucun contenu commercial en faveur de la marque Danone dans les contenus du programme Clémentine. Alors, je voulais vous donner, avant de visionner tous ensemble une vidéo, une idée de ce que ce programme contient comme module de formation. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, alors, ce programme, en fait, est constitué de près d'une trentaine de capsules vidéo qui font entre 5 à 8 minutes. Donc, nous nous sommes efforcés de construire des modules, si vous voulez, qui soient, comment dire, accessibles, premièrement. Ça, c'est un gros travail qui a été fait avec les personnels de cantine des 4 villes pilotes avec lesquelles nous avons travaillé et avec lesquelles nous avons testé ce programme. Donc, des capsules vidéo courtes, pédagogiquement adaptées, puisque nous les avons toutes testées absolument, et à chaque fois qu'il y avait des incompréhensions, ben, nous les avons réglées aussitôt, et qui permettent, puisqu'elles ont été construites de manière à être utilisées de façon autonome par les personnels auxquels elles sont destinées. Autrement dit, on peut construire son propre parcours en choisissant les thèmes sur lesquels on veut se former. Et ces thèmes sont regroupés dans 4 grands modules: la restauration scolaire, le goût des enfants, l'alimentation des enfants, le cadre et les encadrants. Alors, nous n'avons évidemment pas le temps ici de vous donner un aperçu de ce que contiennent tous ces modules, mais j'en ai souligné ici quelques-uns, simplement pour vous montrer qu'il y a, si je prends par exemple la petite flèche que j'ai mise dans le module la restauration scolaire, il y a des modules qui correspondent aux prérequis du métier, par exemple l'hygiène et la sécurité, ou alors dans le module alimentation des enfants, les allergies alimentaires, puisque ce sont, je dirais, les connaissances de base que l'on demande au personnel de service d'acquérir avant de leur donner l'autorisation d'aller donc servir. Alors ça, ce sont des important, puisqu'une des observations que nous avons pu faire lors de notre étude, c'était de voir qu'il y avait un turnover extrêmement important du fait de la précarité du métier chez ces personnels,
Et donc avoir, si vous voulez, un programme de formation dans lequel on a toute une série de modules qui correspondent aux prérequis du métier, que l'on peut visionner, faire visionner sans avoir besoin d'envoyer en formation. C'est personnel. Simplement en ayant un ordinateur à portée de main, eh bien ça nous a paru extrêmement utile. Mais ce qu'il y a de plus important, ce sont les modules, si vous voulez, qui viennent compléter ces modules-là et qui vont porter, par exemple, voilà les autres thèmes que j'ai soulignés, qui vont porter, par exemple, sur les préférences et les aversions alimentaires infantiles. On sait, par exemple, ça c'est la recherche qui nous le dit, les chercheurs ont constaté, si vous voulez, que les enfants développaient des aversions, c'est-à-dire des rejets, rejeter les aliments nouveaux qu'on leur donnait, à partir de l'âge de 2 ans. C'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique la néophobie. La néophobie, ça veut dire la peur de tout ce qui est, de tous les aliments qui sont nouveaux, que l'enfant ne connaît pas. Et c'est un phénomène qui dure jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc on a un module qui explique tout ça. Pourquoi est-ce que c'est important d'expliquer tout ça aux dames de cantine? Parce que ça permet de mettre un terme, si vous voulez, à toutes les discussions du sens commun sur mon enfant, il est difficile, je peux lui faire manger n'importe quoi, le mien, il est difficile, dès que je lui donne quelque chose qu'il ne connaît pas, il le rejette, etc. Donc voilà un module qui apporte de la connaissance, une connaissance qui est extrêmement importante et utile pour ces personnels de cantine, pour leur expliquer pourquoi, eh bien, les enfants peuvent rejeter, et c'est un phénomène naturel, ce n'est pas une maladie, les aliments nouveaux proposent, mais aussi pour comment on peut gérer le problème. Parce que dans ce programme de formation, il y a des apports de connaissances sur, par exemple, le thème des préférences et des aversions, la néophobie aussi et surtout je dirais, des modules dans lesquels on leur donne les clés pour essayer de surmonter toutes ces difficultés. Comment faire pour faire un enfant qui le refuse un nouveau? Ben, vous avez toute une série de modules qui traitent de ce sujet, premièrement. Deuxièmement, des modules qui vous expliquent comment on peut organiser des ateliers, comment ces personnels de cantine peuvent organiser des ateliers pour justement, sur la thématique du goût, pour apprendre aux enfants à goûter des aliments nouveaux. Voilà. Alors, voilà ce que nous disent les personnels de cantine qui ont suivi le programme de formation. Ils disent d'abord qu'il a été très utile pour eux sur le plan professionnel, parce que ça leur a apporté des connaissances, mais aussi des conseils et des bonnes pratiques. Parce que ça leur a donné aussi le sentiment que grâce à cette formation, on tenait compte de leurs problèmes et que, eh bien, comment dire, on les respectait un petit peu plus. Il faut dire les choses très clairement, parce que c'est pas le sentiment qu'elles ont en règle générale, qu'elles avaient elles aussi le droit à une formation qui ne porte pas seulement sur des techniques, je dirais, de base, des prérequis dont je parlais tout à l'heure, mais qui leur permet aussi de voir un point de vue de ce que la science dit sur les enfants et leur comportement alimentaire, les enfants dont elles s'occupent. Euh, Ces personnels nous disent que cette formation leur a permis aussi d'améliorer les relations, a permis d'améliorer les relations entre les différentes catégories de personnel. D'abord parce qu'ils ont été formés ensemble ou sur les mêmes contenus, et ça crée du lien, mais aussi parce qu'ils peuvent discuter aussi de tout ça entre eux, et par conséquent, qu'ils commencent à avoir un langage commun sur sur leur métier, ce qui explique pourquoi, c'est le dernier point, eh bien, c'est aussi un élément qui a permis de faciliter les échanges et la cohésion entre les équipes. Là, vous avez rassemblé les sources dont le professeur Mergy a parlé, à savoir le lien pour aller chercher l'avis du Conseil national de l'alimentation sur la restauration scolaire, si vous le souhaitez. De la même manière, le lien pour aller chercher le document qui présente Clémentine, qui avait été écrit par Mohamed Mergy pour l'Institut Danone.